Donc bonjour à toutes et tous. Nous entamons le second moment de ce colloque d'aujourd'hui. Donc avec peut-être l'idée justement d'approfondir déjà le premier moment d'exposition qui vient de passer et des discussions qui ont eu lieu autour de ce moment. Euh, je me disais que peut-être nous n'avions pas encore trouvé les bonnes institutions qui soient conformes aux nécessités du moment que nous vivons, c'est-à-dire ce que je retiens moi aussi des deux interventions précédentes, euh, c'est ce phénomène quand même extrêmement important qui touche là où les sciences, c'est-à-dire ce processus de socialisation très fort, donc voilà, qui conduit à ces situations, on pourrait dire, d'hétéronomie, en quelque sorte, qu'il faut gérer, aussi bien, donc, si on l'a compris, à l'intérieur du monde de la science, de la sphère scientifique, que, évidemment, dans ses liens avec les autres sphères sociales. Et peut-être pour justement éclairer davantage, c'est-à-dire chercher à préciser ces questionnements, notamment autour des questions d'expertise. Donc nous allons entendre successivement François Dedieu et Yves Lévy. Donc François Dedieu, que je connais bien, puisque nous sommes dans le même laboratoire, donc est chercheur à l'INRAE. Et donc il a beaucoup travaillé, il continue à travailler sur les questions d'expertise publique, et corrélé évidemment aux questions de l'action publique. Donc, il va, je pense, introduire peut-être voilà une notion qui peut enrichir le débat, celle d'ignorance, donc autour de la question du traitement de l'expertise autour des pesticides et comment voilà, cette question de l'expertise autour des pesticides a pu être traitée à l'intérieur, pourrait-on dire, des institutions expertes. Voilà. Et puis ensuite, donc on entendra Yves Lévy, qui lui est professeur émérite à l'université Paris-Saclay, donc en sciences, en santé, pardon, en santé publique et environnementale, et donc lui qui centrera son propos plutôt donc sur la question de l'eau. Voilà, et donc tous les enjeux qui peuvent tourner autour de l'eau, avec évidemment là aussi ce regard sur l'expertise. Donc je propose tout de suite de laisser la parole à François, ensuite Yves, et comme pour le premier moment, eh bien, nous débattrons ensuite des deux interventions après. Voilà. Donc François, tu as la parole. Ben, merci Philippe, merci à toutes et à tous de cette invitation. Je me réjouis de partager les résultats d'une recherche que je mène depuis maintenant 7 ans autour des pesticides agricoles. Alors j'essaie de lancer mon slide. J'espère que vous allez pouvoir le voir. Voilà. Voilà, j'espère que tout le monde arrive à le voir. Philippe, tu peux me confirmer, c'est bon?
C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, alors c'est parti. Bien, comme je vous le disais, en fait, dans cette présentation, je vais vous présenter en 30 minutes, en fait, les résultats de mes recherches, en fait, sur la production de l'ignorance, la production sociale de l'ignorance appliquée à un cas particulier qui sont les pesticides agricoles. Alors, les pesticides agricoles, vous le savez sûrement, hein, ce sont ces substances hautement toxiques hein, qu'on utilise, qui a été présentée comme une technologie miracle à la sortie de la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle a accompagner l'essor en fait agricole, hein, puisque ces substances chimiques permettent de protéger très efficacement et à bas coût les cultures contre ce qu'on appelle les pestes, c'est-à-dire les ravageurs invasifs, que ce soit aussi bien les insectes ou d'autres champignons. Mais comme vous le savez sûrement aussi, depuis de nombreuses années, en fait, ces substances chimiques présentent soulèvent un grand nombre de questions, de préoccupations quant à leurs effets sur les mais l'environnement, hein, comme en témoigne par exemple le dernier rapport du GIEC sur la biodiversité hein, il y a 2 ans qui montrait qu'en fait l'effondrement en fait des insectes de plus de 60% en fait était sûrement lié en fait à l'usage intensif en fait de la chimie dans l'agriculture. Bien, mais faire la preuve des dangers des pesticides à la fois sur l'homme et l'environnement a toujours en fait a une singularité propre, a une caractéristique qui est vraiment particulière, c'est qu'à chaque fois on émet une question ou en fait une alerte est émise en fait sur ces dangers, elle est soumise à un doute. J'en veux pour preuve, par exemple, en fait, la dernière affaire sur le glyphosate, dont vous avez peut-être entendu parler, hein, le glyphosate qui est cet herbicide, un best-seller mondial commercialisé par l'ancienne société Monsanto, aujourd'hui racheté par BASF, et donc, en fait, dont l'agence l'EFSA avait déclaré en fait que cette substance en fait n'entraînait aucun danger et n'était pas cancérigène pour l'homme. Et cet avis avait été contredit par un autre organisme officiel, le CIRC, hein, le Centre de recherche sur le cancer, international sur le cancer, qui lui, au contraire, montrait en fait que le glyphosate était probablement cancérigène pour l'homme. Donc, vous voyez, en fait, ces disputes scientifiques sont légion dans le cas des pesticides et ces disputes scientifiques, finalement, en fait, ont pour conséquence qu'il y a toujours un doute autour des dangers des pesticides. Est-ce que le glyphosate est vraiment dangereux pour l'homme? Est-ce qu'il est vraiment cancérigène? Finalement, il y a toujours un point d'interrogation autour de ça. Alors, pour tout un courant de recherche, en fait, les incertitudes scientifiques, c'est-à-dire en fait les disputes et les controverses scientifiques autour de ces sujets, c'est-à-dire les moyens d'objectiver ces sujets, ne sauraient tout expliquer. Comme je vous l'ai dit, en fait, un courant de recherche qui nous vient des États-Unis, qu'on a désigné par l'aniatologie, anios au grec, qui signifie l'art de ne pas savoir, montre que finalement, en fait, la production des savoirs et son corollaire, ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne sait pas bien, est aussi le produit en fait de facteurs sociaux, c'est-à-dire le produit de biais de sélection, qu'elle soit à la fois culturelle, organisationnelle ou politique. Et de ce courant de recherche, en fait, a montré qu'il y avait plusieurs manières d'entretenir socialement le doute ou la mauvaise connaissance en fait autour de sujets. Mais s'il y a plusieurs manières, une en particulier retient l'attention des chercheurs et aussi de l'opinion publique. Et on ne voit plus ton PowerPoint, François. Ah oui, là il y a un petit souci. Excusez-moi. Effectivement. Est-ce que là ça va mieux? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous m'envoyez rassuré. Voilà, c'est bon. Très bien. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, cette thèse, en fait, nous vient d'un livre qui est aujourd'hui un best-seller mondial, qui s'appelle Golden Holocaust, hein, qui a été écrit par cet historien des sciences Robert Proctor. Et Robert Proctor a travaillé en fait sur l'industrie du tabac. Et dans cet ouvrage qui est à la fois passionnant, aussi passionnant que terrifiant, Proctor montre comment l'industrie du tabac, qui est parfaitement au courant en fait, que le tabac, à partir de 1953, que le tabac provoquait des effets cancérigènes sur l'homme, s'est évertué à mettre en place des stratégies d'orchestration du doute. Alors, je ne vais pas vous résumer le livre ici qui est extrêmement dense, mais en gros, l'idée, c'est d'utiliser la science contre elle, si vous voulez. C'est-à-dire l'idée en fait des industriels du tabac, des big tobacco, et d'entretenir le doute en lançant des études scientifiques qui vont contester la causalité du fait de fumer qui provoque le cancer. L'idée est d'encourager en fait des recherches sur ce qu'ils appellent des causalités alternatives, donc c'est-à-dire d'essayer d'objectiver le fait que les cancers du poumon peuvent être liés à des prédispositions génétiques ou d'autres facteurs environnementaux.
Et donc, leur grande idée, comme il le résume très bien hein, dans les mémos que reprend Robert Proctor, c'est d'entretenir le doute et de maintenir la controverse ouverte de telle manière à susciter un doute chez le consommateur et de telle manière à laisser en fait la commercialisation des cigarettes. Bien. Donc en fait, cette thèse aujourd'hui, elle connaît un succès fulgurant. Et pour beaucoup, en fait, on la retrouve dans le cas des pesticides. Hein, pour beaucoup d'observateurs, hein, qui sont à la fois scientifiques mais aussi de journalistes, il ne fait pas de doute qu'en fait, les géants de l'agro-industrie, hein, qui sont aujourd'hui 5 gros géants, hein, le marché est concentré autour de 5 grandes firmes, orchestrent en coulisses le doute autour des dangers des pesticides. Et effectivement, il y a 3 ans, pardon, en 2017, la presse internationale a relayé ce qu'on appelle les Monsanto Papers, hein, puisque la justice américaine avait demandé à Monsanto, à la suite de plaintes de victimes, de jardiniers victimes de cancer, de rendre public en fait des documents internes de Monsanto. Et qu'est-ce que la presse mondiale a découvert? Exactement la même chose qu'avait découvert Proctor sur le cas du tabac. Ce sont des stratégies de désinformation mises en place pour Monsanto afin de protéger la commercialisation du glyphosate et donc de contester en fait le caractère cancérigène du glyphosate et donc l'expertise du cirque. Et un des moyens qui a été utilisé par Monsanto, c'est ce qu'on appelle le ghostwriting, hein, c'est-à-dire en fait cette écriture fantôme qui est une manœuvre assez banale et assez ancienne finalement, qui consiste en fait pour Monsanto à rédiger lui-même en fait des articles scientifiques et de les faire signer par des scientifiques dits indépendants. Alors vous en voyez un ici qui est le biologiste Henry Miller, hein, qui est connu pour ses positions contre des consensus scientifiques bien établis, comme le tabac à l'époque, et donc qui, dans le magazine Forbes, en fait, avait fait et cause contre l'expertise du cirque. Et on va découvrir que Henry Miller était payé par Monsanto pour pouvoir en fait produire cette contre-expertise. Bien. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, ce qu'on appelle les marchands de doute, ils existent bien dans l'arène des pesticides, hein, c'est sûr, mais le succès de cette thèse a en fait un effet aveuglant. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on a tendance à tout rabattre autour de cette thèse, alors même qu'elle néglige un autre pan en fait de la production de connaissances qui est lié en fait à la manière dont les pouvoirs publics eux-mêmes produisent les connaissances. Mais oui, après tout, si on regarde en fait le champ des pesticides, je me suis amusé à compter le nombre en fait d'organismes publics qui ont en charge plus ou moins directement l'évaluation de la toxicité des pesticides. On compte en France et en Europe environ 27 organismes publics. Bien, et donc si on suit la thèse des marchands, on pourrait penser qu'en fait les lobbies industriels sont derrière tous les agents, tous les experts qui ont en charge l'évaluation des pesticides. Donc, il semble a priori très difficile d'imaginer un vaste complot, hein, dans lequel en fait les industriels seraient derrière la plume de l'ensemble des experts et des agents. Donc, en fait, dans ma recherche, ce que j'ai essayé de faire, c'est de suivre une autre piste qui est peut-être plus inconfortable encore, qui est de montrer en fait comment les outils, la production officielle de savoir, entretenaient malgré elle l'ignorance. Et là, je suis un autre courant de recherche, hein, encore une fois américain, des recherches en fait des Science and Technology Studies, et notamment les recherches de mon collègue Scott Frickel de l'Université de Washington, qui a montré comment en fait les instruments d'évaluation du risque, hein, notamment dans le cas de l'ouragan de Katrina, en fait, entretenaient indirectement par des opérations de réduction, de simplification, l'ignorance autour de sujets environnementaux, de santé environnement. Donc, en fait, moi, j'ai essayé dans mes recherches d'approfondir ces recherches, mais en ne me limitant pas, comme le font souvent les STS, aux seules arènes d'expertise, hein, c'est-à-dire en regardant uniquement le travail fin des experts, mais au contraire d'élargir la focale, en essayant d'intégrer un plus grand nombre d'acteurs, qui soient à la fois les régulateurs, les industriels, mais aussi les usagers de ces produits, c'est-à-dire essayer en fait, de proposer, de montrer en fait, que l'expertise est enchâssée dans une configuration sociale qui est beaucoup plus large. Donc, en fait, pour vous le dire un petit peu rapidement, essayer en fait, de proposer, en fait, de comprendre comment l'ignorance parvient à s'entretenir dans une perspective de sociologie de l'action publique, hein, qui, pour le dire rapidement, en fait, va s'intéresser en fait, à la manière en fait, dont cette hétérogénéité d'acteurs met en œuvre en fait, une action publique donnée. Voilà. Et donc,
la thèse que je vais essayer de vous défendre là, ici en quelques minutes, c'est que je vais essayer de vous montrer que cette immense machinerie bureaucratique et commerciale produit de l'ignorance grâce à un processus très particulier qui est une forme de déni collectif. C'est ce que j'ai appelé en fait une forme de déni organisé. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais essayer de vous montrer en fait que le déni organisé, c'est un processus par lequel cette immense machinerie exclut très subtilement toutes les connaissances qui viendraient remettre en question trop radicalement en fait les postulats de la science officielle qui est chargée de l'évaluation des risques. Et en particulier les postulats de la toxicologie réglementaire qui est utilisée dans une phase qui est cruciale pour mon propos, qu'on appelle la phase d'homologation, donc qui permet d'autoriser la commercialisation des pesticides. Donc en fait, ce déni, c'est ça en fait. Ce déni, il permet d'écarter ce que j'ai appelé avec Steve Rainer des savoirs inconfortables, c'est-à-dire des savoirs qui vont révéler les incohérences de la psychologie réglementaire, c'est-à-dire à la fois ces postulats, ces scénarios qui vont permettre de considérer qu'un pesticide n'est pas dangereux. Donc, c'est parce que ces savoirs sont inconfortables à prendre en compte qu'il y a une nécessité de les nier. Et je vais essayer de vous montrer ici, en fait, alors, de quoi s'agit-il? Je vais vous donner un exemple en fait de ce qu'ont ces savoirs inconfortables. Dans ma recherche, en fait, j'ai essayé de collecter un certain nombre de cas où j'ai repéré ces savoirs inconfortables. Et un des cas qui illustre le mieux cette notion, c'est ce que j'ai appelé l'alerte EPI, l'alerte aux équipements de protection individuelle. Alors, de quoi s'agit-il en 2 mots? En 2007, des chercheurs de l'Université de Bordeaux, des épidémiologistes et des ergonomes ont montré, grâce à une étude d'exposition très poussée, que les équipements de protection individuelle qui étaient recommandés aux agriculteurs n'étaient pas étanches aux pesticides. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne permettaient pas de protéger efficacement les agriculteurs face aux pesticides, notamment grâce à des phénomènes de perméation qui avaient été mal évalués par les normes européennes. Bien. Alors ça, c'est extrêmement inconfortable. Pourquoi? Mais parce que les recommandations des équipements de protection individuelle sont directement intégrées dans le calcul du risque qui permet d'autoriser la commercialisation d'un pesticide et donc qui permet d'établir si le risque d'usage d'un pesticide est acceptable ou non. Pour vous le dire encore plus précisément, les recommandations de ces pays sont intégrées dans les modèles de calcul d'exposition qui vont permettre de simuler l'exposition d'un agriculteur à un risque. Et en recommandant un équipement de protection individuelle, on est capable de faire baisser le seuil de la dose à laquelle un opérateur peut être exposé aux pesticides sans danger. Donc en fait, pour vous le dire autrement, en recommandant ces équipements de protection individuelle, on permet de faire baisser le seuil d'exposition jusqu'au niveau autorisé par la réglementation. Donc en démontrant que ces équipements de protection individuelle ne sont pas un rempart efficace face aux pesticides, finalement on remet en cause en fait tous ces modèles de calcul. Et si on remet en cause, parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces modèles de calcul sont paramétrés sur les normes qui sont défectueuses? Et si oui, depuis quand? Et si c'est le cas, ça voudrait dire qu'en fait, on autorise sous couvert d'une évaluation scientifique des pesticides, alors même on va calculer un risque acceptable, alors même que celui-ci ne l'est pas. Et on peut se demander depuis quand on met sur le marché des pesticides sous couvert d'une mention risque acceptable, alors même, encore une fois, que ce risque ne l'est pas. Bien. Donc, c'est ça que j'ai appelé les savoirs inconfortables. Donc, je vais vous montrer, en fait, comme je vous le disais, que puisque ces savoirs sont trop inconfortables à considérer, il est nécessaire de les nier. Et ce qui est vraiment intéressant dans mon histoire, c'est de montrer comment la machinerie bureaucratique, scientifique et commerciale, dans ces moments, va s'enclencher un processus de déni, un déni organisé qui s'opère à 2 niveaux, comme je vous l'ai mis ici. D'abord, le déni prend sa source dans une phase qui est visible, c'est-à-dire que les normes, les réglementations, la division du travail, les postulats scientifiques vont fournir aux acteurs qui ont la charge de l'évaluation des risques et de la gestion des risques toutes les bonnes raisons d'écarter ces savoirs inconfortables. Comme je vais vous le montrer, en fait, ce processus est extrêmement subtil. C'est-à-dire, il va consister à prendre de ces alertes ou de ces savoirs inconfortables uniquement une partie et d'écarter subtilement les parties les plus inconfortables. Ça, c'est le premier niveau.
Le deuxième niveau, je vais essayer de vous montrer aussi rapidement, qu'en fait, ce déni organisé, cette forme de déni collectif, elle prend ses racines dans ce que j'ai appelé en fait une architecture invisible, c'est-à-dire dans une somme de facteurs intrinsèquement liés les uns aux autres, hein, qui sont très peu perceptibles à la première vue, et comme je vais vous le montrer, qui sont liés à la fois à l'histoire de ce dispositif de gestion des risques, mais aussi par une somme d'arrangements tacites entre les différentes parties prenantes de cette politique publique. Donc, je vais vous présenter rapidement, en fait, la première partie de cette machinerie du déni, puisqu'il s'agit bien d'une machinerie, vous allez voir, puisque ce sont plusieurs pièces qui vont en fait se mettre en mouvement les unes après les autres de manière à fabriquer ce déni. Alors, comme je vous l'ai dit, en fait, le premier niveau, c'est que les normes, les règles de ce dispositif vont donner aux acteurs en fait toutes les bonnes raisons, aux régulateurs et aux gestionnaires, toutes les bonnes raisons en fait d'exclure ces savoirs inconfortables. Bien, ben, comment ça marche en pratique? Reprenons en fait le cas de l'alerte EPI dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bien, comment on y a répondu? Ben, par trois manières qui vont permettre d'exclure assez subtilement en fait ces savoirs inconfortables. La première manière, c'est d'opérer ce que j'ai appelé des changements limités, c'est-à-dire des changements qui se font à la marge de ce dispositif d'évaluation et de gestion des risques, mais qui ne remettent pas du tout en cause l'ensemble de l'architecture de cette évaluation des risques. Je vais vous donner un exemple. À la suite de l'alerte pays, l'agence qui est en charge de l'évaluation des risques en France, l'ANSES, a modifié à la marge en fait l'évaluation des risques. L'évaluation des risques ne se fait plus sur une seule tâche, comme il faisait jusque-là, mais on va séquencer différentes tâches où on va essayer de regarder quelle est la phase la plus à risque où l'apiculteur est le plus sensiblement exposé aux pesticides, et donc on va adapter la recommandation des équipements de protection individuelle à ce niveau-là. Bien. Mais ce changement reste très limité, puisque finalement, il est suffisamment standardisé pour être suffisamment éloigné des conditions de travail réelles des agriculteurs, hein, qui était un des problèmes qui a été mis en cause dans l'alerte pays. Et puis surtout, il ne fait absolument pas de cas, en fait, de la manière dont les scénarios d'exposition sont paramétrés. Et sur la base de ces calculs, de ces modèles d'exposition, que cette alerte pays mettait en cause directement. Bien. Ces changements limités, ils sont accompagnés de quelque chose qui est assez classique en politique publique, ce qu'on appelle la promesse d'amélioration. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'avec ces changements-là, aussi limités soient-ils, les choses vont aller dans un meilleur sens. Pour vous le dire trivialement, c'est parce qu'on va mettre en place un meilleur séquençage de l'évaluation des risques que les agriculteurs seront mieux protégés en pesticides. Mais alors même, on ne sait pas vraiment, puisque comme je vous l'ai dit, on ne sait pas vraiment si ce séquençage va se rapprocher en fait des conditions réelles d'exposition des travailleurs. Et puis la troisième norme qui est extrêmement puissante dans mon cas, c'est de rejeter la responsabilité des intoxications sur les usagers, c'est-à-dire sur les agriculteurs eux-mêmes. Pour vous le dire là aussi très rapidement, toute l'évaluation des risques repose sur la prévention des risques, c'est-à-dire que l'évaluation des risques et les gestionnaires qui vont les appliquer, c'est-à-dire à la fois le ministère de l'Agriculture et aussi la Mutualité sociale agricole, va en fait faire un certain nombre de recommandations auprès des agriculteurs. Mais en recommandant les bonnes pratiques ou la manière de se protéger, ça a un corollaire qui est assez puissant, qui fonctionne de manière aussi implicite que puissante dans ce système-là, c'est-à-dire qu'on va considérer que si les agriculteurs ne portent pas ou ne suivent pas les recommandations d'usage, c'est eux qui seront responsables de leurs propres intoxications. Voilà. Donc du coup, en fait, vous voyez, en fait, toute une machinerie se met en place avec des changements limités, des promesses d'amélioration, et puis de considérer, lorsqu'on est trop en difficulté, que, in fine, c'est parce que les agriculteurs ne portent pas les bons équipements de protection individuelle qu'ils arrivent à se contaminer aux pesticides. Donc ça, c'est le premier niveau. Maintenant, je vais vous montrer en fait que cette machinerie du déni, elle prend sa source dans une architecture invisible. Alors ici, je file la métaphore de l'architecture parce que je vais essayer de vous montrer qu'en fait, comme une architecture qui désigne l'art de couvrir les choses, cette source de déni prend appui sur deux piliers, et deux piliers qui sont, comme dans une architecture, qui se supportent l'un l'autre. Alors, ces deux piliers, ce sont à la fois l'histoire de la gestion des risques, l'histoire longue, qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je vais passer très vite là-dessus, et je vais prendre un petit peu plus de temps pour vous montrer en fait comment en fait
la somme d'acteurs, alors une somme d'acteurs très importante qui semble a priori en conflit entre eux, finalement s'arrange pour ignorer un même problème. Bien. Alors, je vais commencer par l'histoire très rapidement. En fait, pour vous le dire rapidement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis 1945, le législateur a mis en place un dispositif d'homologation qui permet à la fois d'évaluer l'efficacité de ces produits pesticides et aussi de s'assurer de leur innocuité pour l'homme et l'environnement. Bien. Et pendant 70 ans, le législateur, d'abord français et ensuite européen, à partir des années 90, va répondre aux alertes, aux préoccupations sur les pesticides en renforçant sans cesse les tests réglementaires. Non seulement on va renforcer en fait ces tests de la toxicologie réglementaire, hein, puisque c'est la principale science sur laquelle s'appuie en fait l'évaluation des risques, hein, mais en plus on va drainer des réglementations qui sont toujours plus complexes autour de l'homologation et surtout une somme d'activités toujours plus complexes. C'est-à-dire on va mettre en place des agences, des experts de plus en plus nombreux pour pouvoir en fait réaliser ce travail d'expertise. Et ça, sur le long terme, ça va opérer ce que moi j'ai appelé un phénomène de sédimentation institutionnelle, c'est-à-dire où on va sédimenter des couches réglementaires et organisationnelles, qui fait que finalement, on a une somme tellement importante d'activités autour de la toxicologie réglementaire, que finalement, ça nuit à sa remise en cause radicale, et ça permet à la toxicologie réglementaire, aujourd'hui, d'exercer une forme d'hégémonie discrète dans ce champ, hein, puisque finalement, on considère que si la somme d'expertise et scientifique est tellement importante, c'est que finalement, elle doit plutôt bien fonctionner pour évaluer les dangers des pesticides. Bien. Donc ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est ce que j'ai appelé en fait des arrangements tacites, une somme d'arrangements tacites qui sont construits par et pour l'ignorance. Alors, je vais m'expliquer. Pour bien comprendre les choses, il faut qu'on prenne un peu de recul sur cette politique publique de contrôle en fait des pesticides. Bien. Si on regarde les choses de loin, on voit qu'en fait, il y a trois grands acteurs en fait, dans cette politique. À ma gauche, vous avez les pro-pesticides, à ma droite, les anti-pesticides, et au milieu, vous avez l'expertise officielle. Alors, les pro-pesticides, qui sont-ils? L'agro-business, évidemment, puisqu'en fait, les pesticides sont la source de leur activité principale. Ensuite, vous avez le ministère de l'Agriculture et les agriculteurs. Pourquoi je les ai mis dans le côté pro-pesticides? Parce que les agriculteurs aujourd'hui, hein, on le sait, sont extrêmement dépendants de ces produits chimiques, en fait, pour pouvoir protéger leur culture et même peut-être plus fondamentalement, pour pouvoir, en fait, réaliser leur rendement agricole. Il en va de même pour le ministère de l'Agriculture, dont une des missions fondamentales est de s'assurer qu'en fait, tout le territoire français, les champs français, en fait, sont bien protégés contre des ravageurs invasifs qui peuvent avoir des conséquences désastreuses en fait, sur l'économie agricole. Et donc, pour protéger les cultures, on utilise des pesticides. Et même mieux que ça, en fait, ces agriculteurs, je vous le dis très rapidement, en fait, ont intérêt, pour s'assurer de l'efficacité agronomique de ces produits, à avoir, pour une même maladie, non pas un seul produit, mais plusieurs produits, puisque ça permet d'éviter ce qu'on appelle, dans le jargon, des risques de contournement. Donc voilà pour les pro-pesticides. À ma droite, les anti-pesticides, qui sont ce qu'on appelle, en fait, ce que Sabatier appelle une coalition de causes, c'est-à-dire, en fait, des acteurs qui vont se liguer, qui vont s'associer pour dénoncer les effets néfastes des pesticides et plaider pour une agriculture plus économe en pesticides. Donc, cette coalition, elle est très hétérogène. Vous allez avoir à la fois des associations de lutte pour l'environnement, des journalistes, des hommes et des femmes politiques. Donc, cette coalition de causes, je vais l'appeler comme ça, vous allez voir, en fait, ils s'accordent sur une idée, en fait, c'est que les pesticides aujourd'hui sont plutôt mal évalués, sont dangereux pour l'homme et l'environnement et qu'il faut s'en débarrasser. Et au milieu de ces deux coalitions, j'ai là, si vous voulez, l'expertise officielle, c'est-à-dire l'ANSES en France, hein, qui a la charge de l'évaluation des risques et aujourd'hui de leur gestion, et donc qui est censé en fait à produire en fait une opinion objective en fait sur l'évaluation sur ces dangers, et donc en fait séparer ces deux coalitions. Bien, voilà. Donc voilà en fait ce qu'est le jeu visible. Et ce que je vais vous montrer, en fait, ici, c'est qu'en fait, il y a un jeu caché derrière ça. C'est-à-dire qu'en réalité, ces trois grands acteurs, ces trois grandes coalitions d'acteurs, s'accordent tacitement autour d'un même problème. C'est-à-dire à ne pas remettre en cause les limites de la toxicologie réglementaire. Je vais essayer de vous montrer qu'en fait, personne dans cette politique publique n'a intérêt à remettre en cause les limites de cette science réglementaire, hein, qui, comme toute science, en fait, a un certain nombre de limites et aveugle à un certain nombre de dangers. Mais de fait de cette non-remise en cause,
on entretient globalement une forme d'illusion du savoir. C'est-à-dire qu'on fait comme si, pour reprendre les termes de Gülçin par exemple, la toxicologie réglementaire pouvait mesurer le large scope des dangers des pesticides pour l'homme et l'environnement, alors même qu'il en a une vision assez limitée. Alors, pourquoi j'en suis parvenu à ces conclusions? Bien, je vais vous donner 2 exemples. A priori, comme je vous l'ai dit, tout porte à croire que les pro-pesticides et les anti-pesticides sont en opposition frontale. Mais en réalité, ils s'accordent tacitement autour de l'ignorance des limites de cette science réglementaire. Pourquoi? Mais parce que les anti-pesticides, c'est-à-dire la coalition de causes liée contre les pesticides, va dénoncer les dangers inconnus des pesticides à chaque fois qu'ils le peuvent, en dénonçant en fait les conflits d'intérêts, ou ce qu'on appelle la capture des intérêts des industriels sur les pouvoirs publics, de vous montrer qu'il y a des conflits d'intérêts entre les deux, que ce sont en fait les lobbies industriels qui tiennent la plume des experts, des experts officiels en charge de l'évaluation du risque. Et donc, en dénonçant de ces conflits d'intérêts, ça obéit à 2 choses, si vous voulez. C'est à la fois en fait une croyance commune entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés de ça, c'est la première chose, mais c'est aussi une manœuvre tactique. Et en particulier pour certaines ONG, qui sont les plus virulentes contre les pesticides, c'est un moyen de dénoncer en fait des conflits d'intérêts dans le champ des pesticides, leur permet d'abord d'accéder aux médias de masse, c'est-à-dire à se faire connaître, et en se faisant connaître, ils parviennent à s'assurer une forme de stabilité de leur financement. C'est-à-dire, si vous prenez une association qui s'appelle Génération Future, qui est la principale opposante en fait aux pesticides, cette association est financée non pas par 1 ou 2 financeurs, mais par une somme de petits financements et par des adhérents. Et donc, pour vous stabiliser ces financements, il faut vous faire connaître. Et pour vous faire connaître, il faut passer dans les médias. Et pour vous accéder aux médias de masse, là, il y a des conflits d'intérêts, vous allez y accéder. Mais ce qui est très intéressant, c'est valable pour les ONG, mais aussi pour les hommes et les femmes politiques et des journalistes qui travaillent sur ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dénonçant systématiquement ces conflits d'intérêts, ils en viennent à passer à côté de la vraie critique qui sont les limites de la toxicologie réglementaire. Et ce faisant, en épargnant en fait cette science réglementaire, dans une certaine mesure, on y reviendra dans la discussion si vous voulez, mais ils vont rendre service en fait aux pro-pesticides. Puisque les pro-pesticides n'ont absolument aucun intérêt à remettre en cause cette science réglementaire. Pourquoi? Pour vous le dire très rapidement, les industriels vont mettre 10 ans à développer une molécule pesticide. Ça leur coûte 215 millions d'euros. Il faut qu'ils rentabilisent, pour le dire vite, ce qu'ils atteignent le pic de leur vente, ce qu'ils appellent le peak sale, 4 ou 5 ans plus tôt après la première commercialisation. Donc, ils ont tout intérêt à se caler sur les critères réglementaires pour sécuriser leurs produits. Pour les industriels, une catastrophe industrielle, c'est lorsqu'un produit est retiré du marché avant qu'il ait atteint ce pic sale, c'est-à-dire à 4-5 ans. Donc, ils ont tout intérêt à se caler en fait sur ces critères réglementaires. Bien. Et donc, en se calant sur ces critères réglementaires, il en va exactement de même pour en fait les autres membres de cette coalition pour les pro-pesticides, le ministère de l'Agriculture et les agriculteurs, ont eux intérêt à avoir un maximum, comme je vous l'ai dit, de produits pesticides mis sur le marché, puisque pour eux, ça équivaut en fait à une amélioration de l'efficacité en fait de la protection des cultures. Donc, pour vous le dire très trivialement, se conformer aux critères réglementaires permet en fait de rentrer un grand nombre de pesticides sur le marché qui arrange la coalition pro-pesticides. Donc, pour vous le dire rapidement, en se focalisant en fait sur les conflits d'intérêts, la coalition anti-pesticides épargne les limites de la science réglementaire et donc permet de faire rentrer un grand nombre de pesticides sur le marché. Deuxième exemple, et j'en aurai terminé là, parce que je vais arriver à la fin de ma demi-heure, il existe un accord tacite entre l'Agence nationale de sécurité alimentaire et sanitaire en France, l'ANSES, et les pro-pesticides, et en particulier avec l'industrie. Alors, si vous connaissez bien cette agence, comme moi je la connais et je la fréquente depuis longtemps, les experts de l'agence prennent un soin tout particulier à mettre à distance en fait les industriels pour ne pas être accusés précisément de conflit d'intérêts, ce qui ne manque pas d'arriver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bien. Mais en réalité, les deux s'accordent tacitement sur la stabilité en fait des seuils réglementaires. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit,
pour en fait les industriels, la stabilité des seuils réglementaires est une source de garantie commerciale. Toute remise en cause d'un seuil de toxicité peut remettre en cause le processus de recherche de développement et le processus de commercialisation. Pour l'Agence de sécurité sanitaire, toute remise en cause de seuil de toxicité entraîne un travail bureaucratique extrêmement fastidieux, extrêmement long, puisqu'en fait les seuils de toxicité et ce qu'on appelle en fait documents guides, hein, qui vont cadrer un certain nombre de méthodologies pour les risques, en fait est réalisé au niveau européen. S'engager dans cette remise en cause entraîne un travail qui est extrêmement long et fastidieux et qui, pire, peut entamer aussi la légitimité de ces agences à bien évaluer les risques. Donc, les deux s'accordent tacitement autour de la stabilité de cette science réglementaire, de ces critères de toxicité réglementaire. Et donc, vous voyez qu'en fait, les deux s'accordent là aussi à ignorer les limites de cette toxicologie réglementaire. Voilà, donc j'en ai terminé. Quelques mots en conclusion. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'ignorance ici, en fait, ce que j'essaie de montrer dans mes recherches, n'est pas en fait uniquement le produit d'un complot. Les lobbies industriels existent bel et bien, mais ils constituent, si vous voulez, que la partie visible en fait de l'iceberg. En fait, la production de l'ignorance repose sur une vie, comme si on reprend l'image de l'iceberg, sur des fondations qui sont beaucoup plus larges et bien moins perceptibles, qui sont liées en fait à cette machinerie bureaucratique et commerciale qui permet en fait de mettre sur le marché des pesticides. L'ignorance, c'est un moyen de gouverner, puisque trop en savoir en fait sur les dangers des pesticides permettrait de remettre en cause cette toxicologie réglementaire et remettre en cause cette toxicologie réglementaire, ferait que le système de l'homologation serait complètement grippé. Et si vous grippez le système d'homologation, vous ne pouvez plus mettre des pesticides sur le marché. Et si vous ne pouvez plus mettre des pesticides sur le marché, eh bien vous avez, pour le dire assez très trivialement, toute la production agricole qui va s'effondrer. Bien. Alors, dernière chose, le déni organisé est au bénéfice des intérêts industriels, au bénéfice des intérêts en fait de l'agro-industrie, c'est sûr, en faisant rentrer un grand nombre de pesticides sur le marché. Mais ce qui est véritablement en cause dans l'ignorance, ce n'est pas la sauvegarde pas réellement la sauvegarde de ces intérêts économiques. C'est avant tout la recherche d'une cohérence. C'est-à-dire ce qui m'a frappé moi dans toutes mes enquêtes, c'est à quel point en fait cette volonté d'écarter des savoirs inconfortables, d'entretenir l'ignorance, obéissait plutôt pour des fonctionnaires, pour des agents et des experts à se montrer, à essayer de rester en cohérence vis-à-vis de leurs fonctions. Voilà, j'en ai terminé là. Merci, merci François pour ta contribution. Je passe tout de suite donc la parole à Yves Lévy pour donc la seconde présentation. Ok, j'arrive. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation et merci à vous de m'écouter. J'ai bien apprécié la présentation juste avant parce qu'une bonne partie est quand même tout à fait réaliste et donc moi j'ai une particularité, c'est d'avoir fait de l'expertise et même présidé des comités d'expertise depuis maintenant je sais pas combien, moins de 5 ans. Donc j'y ai vécu pas mal de temps et donc on m'a demandé de parler plutôt de l'eau, qui est mon domaine de spécialité, mais qui est aussi un domaine extrêmement intéressant, qui est un bon exemple dans tout ce qu'on est en train d'évoquer. Alors, d'abord, le thème de l'eau, il est très particulier, parce que l'eau est totalement transversale dans tous les services que l'humain a bien voulu se créer. On a construit toutes les sociétés autour d'un point d'eau, évidemment, et donc on va retrouver l'eau dans toute une série d'éléments que sont en particulier la santé et la sécurité, à travers tout, aussi bien l'incendie que l'hygiène, mais aussi toute notre biodiversité autour de nous, à laquelle nous faisons partie, puisque nous ne sommes que des animaux au milieu des autres, notre production alimentaire agricole, les boissons, et puis il y a tous les volets liés à l'urbanisme, au paysage, au sport aquatique, le transport des personnes et des marchandises, et puis tout ce qui est production énergétique. Entre autres, et industrielle aussi, il ne faut pas oublier, à travers le refroidissement.
Et puis, nous avons la présence de l'eau dans toutes les croyances, les mythes, avec un enrobage autour de tout cela qui est toujours la purification. Donc l'eau pure, c'est la chose très importante. Et en fait, quand on regarde attentivement, on s'aperçoit que tous ces éléments sont liés à la santé. C'est-à-dire, en fait, évidemment, la santé, la boisson, les aliments, c'est évident, mais la santé mentale est aussi un élément très important. Donc un beau paysage avec de l'eau ou des loisirs est très important pour la santé mentale, les transports, etc. Donc que ça aille dans le sens d'une amélioration de la santé ou d'une dégradation de la santé, l'eau est présente partout. Donc elle a une importance fondamentale. Et en plus, derrière tout ça, il y a des très grands enjeux financiers, forcément, puisqu'on a besoin d'eau, c'est indispensable pour notre vie. Donc derrière, il y a du business à faire. Et donc, vous avez évidemment les services de production et de distribution d'eau, publics ou privés, la collecte et le traitement des eaux d'égout, tout ce qui est construction de l'urbanisme, la présence de l'eau dans les villes, les travaux publics, les transports, l'électricité. Donc tout ça nous amène à des systèmes de structure, soit de régie publique, soit de sociétés privées, de services privés, dans lequel on va retrouver aussi évidemment la vente d'eau en bouteille, l'eau conditionnée. Et puis alors, on a en plus donc un grand nombre d'utilisations, un grand nombre de revenus financiers, puis un grand nombre d'acteurs. Évidemment, quand il y a beaucoup d'argent à obtenir, il faut aussi qu'il y ait beaucoup de gens qui s'y mettent. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme acteur? On a l'Union européenne qui édicte des directives. Et je dois dire que dans ce domaine de la qualité des eaux, les directives européennes ont permis d'améliorer grandement la situation de la qualité des ressources en eau, du fait justement d'une espèce de supra-pouvoir qui interdisait à des élus locaux de faire des petits arrangements qui permettaient de dégrader un peu la qualité de l'eau, parce que derrière les directives permettaient de faire bouger les choses. Ensuite, vous avez les services de l'État dans lesquels vous avez des conflits terribles entre les ministères, puisque l'environnement, la santé, c'est le ministère de la Santé, mais l'utilisation de l'eau dans l'industrie, c'est le ministère de l'Industrie, puis l'agriculture aussi. Donc évidemment, tous ces ministères tirent la couverture à eux, ce qui n'arrange pas la situation. Vous avez des agences de l'eau qui sont en charge aussi d'avoir des revenus financiers par rapport à la pollution et qui donc représentent une manne d'argent très importante qui intéresse les autres ministères. Et puis finalement, quel est le poids du ministère de la Santé par rapport aux autres ministères, en particulier Agriculture et Industrie, quand on sait que la santé est présente partout, que cette santé est notre bien le plus précieux, et que pourtant le ministère a un poids qui n'est pas forcément énorme. Ensuite, vous avez les collectivités locales territoriales, puisque c'est le maire qui est responsable de l'eau dans sa commune, ou maintenant avec des systèmes d'intercommunalité. Donc, et on gère cette qualité d'eau en France avec un système qui est quand même assez original, qui est la gestion par bassin, qui était assez précurseur dans le monde entier. Justement pour éviter ces cloisonnements entre chaque commune qui veut tirer la couverture à elle. Après, vous avez les entreprises privées en travaux publics, architecture, les eaux conditionnées, le thermalisme, etc. Le monde de la recherche. Et puis tous les mouvements associatifs, enfin toutes les associations, que ce soit les associations de pêcheurs, d'environnement, de sport, etc., qui ont un trait ou un lien avec l'eau et qui sont très importants, et parfois avec un certain pouvoir. Et donc en fait, on se retrouve avec des conflits pour le pouvoir dans le domaine de l'eau, soit pour des revenus, soit pour des utilisations, et en même temps, ce que j'appelle l'agressivité de contact, qu'on connaît bien en biologie, qui est que plus on met de population dans un espace restreint, plus les conflits augmentent, et les guerres aussi. Et donc les usages de l'eau et les revenus liés à l'eau génèrent des agressivités terribles, voire même des guerres entre pays, dans lesquelles on va trouver des notions de besoin, de pénurie, de stress hydrique. Donc là, vous avez tout posé en vrac. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a quand même un certain nombre d'enjeux fondamentaux, qui sont d'abord que la santé et notre survie, ça guide à peu près toutes nos angoisses et toutes nos attentes dans notre vie. À moins d'être suicidaire, en général, on est quand même assez attaché à sa santé. Et puis l'homme attend de l'eau, soit directement, consciemment ou pas, une espèce de protection avec cette eau miraculeuse, cette eau qui soigne, cette eau qui purifie. Et donc il y a une grande force irrationnelle qui est accordée à l'eau, et l'irrationnel va quelquefois prendre le dessus sur le rationnel. Et souvent même d'ailleurs.
Ça stimule donc toute une série de réactions contradictoires, toujours basées à cause de ce point fondamental qui est notre survie et notre santé. Et donc le débat est souvent biaisé entre celui qui sait, je sais que vous devez prendre cette eau parce qu'elle est bonne pour vous, ou au contraire, ne buvez pas cette eau parce qu'elle est mauvaise pour vous, n'allez pas vous baigner à tel endroit, mais écoutez, qu'est-ce que vous me racontez, puisque de toute façon, mon grand-père se baignait déjà dans cette rivière il y a 50 ans, c'est pas vous, le scientifique, qui allez me faire croire que je risque d'être malade. Et donc, il n'y a pas d'écoute. Alors, c'est pour ça que j'avais intitulé un peu mon sujet « L'eau qui soigne et l'eau qui tue », parce que, voilà, on a un truc qui est un élément physique dans lequel on est sur la réalité. C'est pas la vérité, c'est la réalité. Tout le monde peut mesurer ce qu'est l'eau et comment elle est. Par contre, personne n'est capable, en la regardant, de dire si elle est potable ou pas. Et donc, on a des éléments qui sont assez consensuels dans la population, qui sont en particulier, bah oui, on a besoin d'eau pour notre hygiène corporelle. Enfin, à moins d'être un adolescent en phase difficile, en général, on se lave. Et donc, hygiène corporelle très importante, l'hygiène des locaux, l'évacuation des excrétas, même si aujourd'hui on veut des toilettes sèches, quand même on reconnaît que l'eau est quand même utile pour laver chez soi. Les établissements de soins, c'est d'une importance considérable. L'utilisation de l'eau pour les dialyses rénales, enfin personne ne conteste cette importance, l'utilisation du thermalisme, la thalassothérapie, les sports nautiques, tout ça très important. Par contre, il y a des dérives dans le fait que l'eau miraculeuse va nous soigner. Et donc, il y a des gens qui confondent déjà eau minérale naturelle et eau en bouteille, alors que la réglementation n'est pas la même. Vous avez des eaux vendues aujourd'hui plus oxygénées, plus pures que pures, celles qui ont franchi des milliers de siècles à travers les montagnes, l'eau du puits de mon grand-père, là on retombe encore sur le miracle de l'eau naturelle, alors qu'en fait le puits du grand-père aujourd'hui il est complètement contaminé par les fosses septiques des voisins. Et puis la pluie qui est une pluie naturelle, qui est forcément pure, dont on ne sait pas qu'elle contient des pesticides et des polluants. Et puis vous avez en plus alors tout ce qui tourne autour de l'irrationnel total, autour des termes détox, purification, les sources miraculeuses, etc. Et puis il y a l'eau qui tue, ou l'eau qui fait peur. Et dans cette eau qui tue, ce qui est relativement consensuel, c'est les gens ont bien compris quand même que les eaux d'égout c'était sale et c'était dangereux, que les lixiviats de décharge c'était pourri, que tout ça contient des dangers chimiques, microbiologiques et physiques. Ça, c'est à peu près clair. Il y a des gens qui pensent qu'on fabrique de l'eau en bouteille à partir des seaux d'égout. Donc là, il faut essayer de leur expliquer que c'est complètement faux. Et puis après, vous avez des trucs moins consensuels, comme par exemple, ce que je disais tout à l'heure, se baigner dans des rivières, il y a des risques sanitaires, mais les gens vont vous dire, mais non, attendez, on sait bien que de toute façon, c'est pas un problème, quand j'étais petit, je me baignais déjà là. Vous avez la pêche à pied aussi, on va ramasser des coquillages, c'est naturel, c'est là, et puis on en oublie que derrière c'est complètement contaminé par des métaux lourds, etc. Et donc le spécialiste, l'expert, va venir systématiquement être dans le négatif. Il va dire ne mangez pas ça, ne vous trempez pas à cet endroit. Donc on est, santé publique en général est un domaine dans lequel on est dans le négatif. C'est ne faites pas ci, ne couchez pas avec n'importe qui, protégez-vous, vaccinez-vous, etc. Ça apparaît toujours comme négatif, alors que la finalité est une finalité de protection sanitaire. Et puis vous avez ce débat entre eau du robinet ou en bouteille, sévèrement entretenu un peu moins ces dernières années, mais quand même par les fabricants d'eau en bouteille, qui évidemment ont un business à faire et cherchent à dénigrer le plus possible l'eau du robinet. Et là aussi, on va retrouver le débat qui vient d'être évoqué, à savoir les associations de consommateurs qui, à force de parler des polluants dans l'eau du robinet, en arrivent à rentrer dans la tête des gens l'idée qu'il faut arrêter de boire de l'eau du robinet. Alors que la volonté de l'association était justement de dire aux gens l'eau du robinet est bonne pour votre santé. Donc là, on retrouve cette ambiguïté entre les pour et les contre dans un débat qui est faussé. Et puis vous avez toute une série de populations très inquiets, les surfeurs pour la pollution de l'eau de mer, les femmes enceintes, tout ça sont des populations assez sensibles, les malades, et il y a un certain nombre de margoulins qui vont forcer sur les malades en disant, vous savez, cette eau est encore plus mauvaise pour votre maladie. Donc achetez mon produit, achetez mon système, et ça sera meilleur pour vous. Donc il y a une force commerciale qui va évidemment cibler sur les plus fragiles. Et donc on a dans la population une confusion entre danger et risque, entre la présence d'un danger et le risque sanitaire. Et ça c'est très important parce que c'est valable pour tous les domaines, et pas uniquement dans le domaine de l'eau bien sûr, et pas uniquement dans le domaine de la science, c'est être capable de faire comprendre aux gens cette différence.
Et ça, c'est très difficile, puisque même chez beaucoup de décideurs, la confusion est permanente. Il y a aussi le niveau d'acceptabilité des risques. Donc les gens vont aller payer de l'eau en bouteille une fortune, alors qu'ils ont de l'eau potable au robinet. Mais par contre, quand ils vont à l'étranger, alors là, ils vont toujours prendre de l'eau en bouteille en se disant, il y a des risques monstrueux dans l'eau du robinet. Non, en fait, mon exemple est mauvais parce que c'était le contraire. En fait, en France, ils vont boire de l'eau du robinet, mais par contre, en voyage à l'étranger, ils considèrent que le risque est majeur à juste titre. Donc, il y a ce niveau d'acceptabilité du risque qui est très difficile, surtout quand on se met à parler de polluants. Et puis, vous avez des gens qui sont insatisfaits, qui vont plutôt faire confiance dans l'eau du robinet ou non, etc. Il faut que j'avance parce que je suis trop bavard. Et donc, on a un contexte, en plus de multi-exposition très mal connu, qui est que les gens focalisent beaucoup sur l'eau, en oubliant que les expositions aux dangers chimiques et biologiques sont aussi par l'air, par tout notre environnement physique, par l'alimentation et par toute une série de pratiques générales qui font que notre santé va être influencée par tout cet ensemble. Et donc chacun va plutôt axer sur un aspect, en particulier sur l'eau, parce qu'on a beaucoup de données sur l'eau, on a déjà beaucoup moins sur l'air. Et donc on retrouve ce schéma qu'on a déjà évoqué depuis ce matin, qui est tous ces gens sont présents dans une société. Et donc, on a l'autorité sanitaire, qui est censée nous protéger. Vous avez les pressions commerciales, dont le job est de faire acheter. Ça, c'est leur boulot. Et puis, les lobbies dans tout ça qui vont essayer d'influencer. Et puis, au milieu, on a l'influence des médias, qui est parfois extrêmement importante, l'influence des scientifiques, qui vont essayer de passer leur message, les professionnels de la santé, médecins, pharmaciens, qui sont des relais théoriquement entre la science et le citoyen, mais qui ont eux-mêmes leur pression qu'ils subissent, les élus qui ont aussi beaucoup de pression, en particulier pression des employeurs, les mouvements associatifs. Et tout ça va aller chez le pauvre citoyen qui doit se débrouiller avec cet ensemble pour avoir des réponses à ces questions. Est-ce que je peux boire sans réserve l'eau du robinet? Est-ce que l'eau en bouteille est meilleure? Est-ce que l'eau de mon puits est bonne? Mais j'ai entendu dire que le chlore était très dangereux pour la santé. Ben, évidemment, le chlore, c'est un gaz toxique. Après, quand il est dans l'eau du robinet, j'imagine que c'est très toxique pour moi, etc. Donc, il y a beaucoup de questions très importantes, très fondamentales. Et où le citoyen va-t-il trouver la bonne réponse, je dirais la réalité, non pas la vérité, à ces questions? Ben, il va se retrouver avec tout cet ensemble-là et il faut qu'il se débrouille. Et ça, c'est valable pour tous les domaines. Et en plus, depuis une quinzaine d'années, on a fait des progrès considérables en chimie analytique. Et donc, on se retrouve, vous voyez en haut à gauche de l'écran, ces chromatogrammes dans lesquels chacun des points correspond à un pic d'une molécule découverte dans de l'eau, et dans de l'eau potable. Et donc, on détecte aujourd'hui des traces infimes dans tout, dans l'air, dans l'eau, partout. Et donc, on communique là-dessus comme un progrès de la science. Mais ça fait extrêmement peur aux gens qui disent « mais oulala, on est exposé à tous ces produits chimiques, donc c'est une catastrophe ». Et quand vous dites « attention, cette eau est potable, mais elle contient toutes ces traces de produits organiques », on vous dit bah « donc je ne vais plus boire l'eau du robinet ». Et on est dans un contexte multiple de dangers chimiques et biologiques. Et là, j'ai représenté qu'une partie des dangers chimiques. Il n'y a pas le biologique autour. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus de connaissances, donc la science et ça c'est très important, on a beaucoup d'éléments sur tout ça, mais imaginez le kidam en face de l'information sur tout cet ensemble, il a forcément très peur. Donc il faut derrière une analyse du risque. Et alors on se retrouve dans un cycle qui est assez classique, dans lequel vous avez une nouvelle méthode d'analyse qui met en évidence des dangers, ensuite l'information de la découverte de ces dangers va passer chez des scientifiques, émergent des scientifiques, vont vers les autorités, puis ensuite on a des publications qui arrivent, des confirmations internationales par d'autres laboratoires de recherche, et donc ça va nous amener à la diffusion du savoir dans la société, puis la discussion sur l'acceptabilité du risque, et là on voit arriver toute une série de lobbies, d'ONG, de médias, et c'est logique dans une démocratie d'avoir tout ça. Et puis quelquefois, hop, le sujet il part à la poubelle, ou alors on met en place une expertise collective qui va devoir répondre à la question, y a-t-il véritablement un risque pour la population? Et donc derrière, ça veut dire un besoin de réglementation et un besoin de gérer ce risque, si le risque existe. Et là, l'expertise va être influencée par tout ce même groupe d'influenceurs
qui vont essayer les uns ou les autres d'orienter vers ce qui les arrange. Et donc l'expert au milieu doit se protéger de tout ça. Et donc là, la conclusion, c'est soit ça repart à la poubelle, soit on en arrive à effectivement mettre en place des réglementations et trouver des nouvelles technologies, des substitutions de produits chimiques et d'améliorer la situation. Et puis ensuite, on reboucle parce qu'on retrouve une nouvelle méthode d'analyse qui remet en évidence des nouveaux éléments. Donc en fait, les responsabilités sanitaires, c'est qui? C'est la Commission européenne, qui a déjà condamné pendant pas mal de fois la France pour l'inaction à travers la pollution sur les nitrates, ce qui rend très humble, parce que ça veut dire que depuis 40 ans, on n'a pas été fichu de résoudre le problème des nitrates, alors qu'aujourd'hui, on doit se préoccuper aussi de toutes ces traces de micropolluants. Donc l'humilité doit être très importante. Ensuite, il y a le ministère en charge de la santé qui peut saisir sur Haut Conseil de la santé publique, qui a des experts et qui s'occupent des matériaux, etc. Les agences régionales de santé qui s'occupent de la potabilité. Et puis vous avez l'ANSES dont on vient de parler, l'Agence de sécurité sanitaire, qui a des comités d'experts spécialisés, l'IFREMER qui s'occupe de la mer et la direction de la répression des fraudes. Donc on a des structures en France, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, il y a des structures avec des compétences internes. Après, c'est le jeu d'acteurs autour de tout ça qui est compliqué. Et donc l'analyse, en fait, c'est un début d'enchaînement dans lequel on va trouver des traces. On va ensuite faire toute une mesure d'évaluation de toxicologie avec les limites qui viennent d'être évoquées précédemment, à savoir comment faire évoluer les normes de toxicologie quant au niveau totalement européen. Et là, attention, c'est pas une situation franco-française, c'est une situation qui devient maintenant européenne, voire mondiale, quand les normes n'évoluent pas beaucoup. Et puis ensuite, il y a tout ce qui va concerner la perception du risque. Et donc, derrière, la mise en place de gestion par précaution ou par prévention. Donc, l'évaluation des risques, il faut bien identifier les dangers. Ensuite, il faut mesurer les relations dose-effet. Ça, c'est de la toxicologie, puis l'exposition des populations. Et puis derrière, on peut caractériser le risque et ensuite procéder à la gestion du risque et la communication sur le risque. Et en fait, la première partie, c'est plutôt les scientifiques qui font émerger des données et qui doivent le faire de manière indépendante et avec des moyens. Ensuite, vous avez les évaluateurs de risque qui doivent avoir l'ensemble des données pour pouvoir amener les conclusions. Et puis derrière, il doit y avoir les décideurs. Et les décideurs ne doivent pas être les évaluateurs ou les scientifiques, parce que si on mélange l'évaluation et la gestion, les choses ne vont pas bien. Et donc, deux exemples. Ouh là là, je vois que le temps passe très vite. Vous m'arrêtez parce que vous me dites quand il me reste que 5 minutes parce que je suis un grand bavard. Et donc, un exemple. Je le ferai. Ok. Allez-y. Oui. Un exemple, par exemple, les normes. Les gens ont des doutes énormes sur les normes sanitaires. D'abord, l'Organisation mondiale de la santé en fait, mais c'est très peu connu du grand public. La Commission européenne met ses directives, donc sur toute l'Europe, avec des comités d'experts où les lobbies vont évidemment agir beaucoup. Et si je prends l'exemple des pesticides, nous traînons une norme depuis les années 70 de 0,1 microgramme par litre pour tous les pesticides et métabolites. Or, en France, on a 92% de la population qui est alimentée en permanence par de l'eau qui respecte ces valeurs. Mais, quelquefois, il y a des dépassements. Et dans ces cas-là, on fait une étude un peu plus sérieuse pour dire, mais est-ce que cette norme à 0,1 est valable? Et la plupart du temps, quand on fait l'expertise sérieuse, quand on a des données, on s'aperçoit qu'en fait, en termes de toxicologie, on pourrait monter à plusieurs dizaines ou centaines de microgrammes par litre. Et là, il y a des tas de spécialistes qui ne comprennent plus, parce qu'ils disent, attendez, mais du coup, la norme, elle est quand même moins stricte. Et oui, parce qu'elle est basée sur la toxicologie, alors que le 0,1, il est basé sur une norme de gestion très globale. Et pourtant, le public, lui, veut 0 nanogramme par litre. Il veut rien dans son verre d'eau. Et donc, ça fait une contradiction entre l'expertise véritablement scientifique, toxicologique, la gestion, qui est une valeur de gestion de 0,1 pour tous les pesticides, quels qu'ils soient, et puis l'acceptabilité du public qui est à 0. Et pourtant, il faut trancher dans tout ça, parce qu'il faut avancer. Et donc, il faut en plus faire comprendre tout ça, y compris à des décideurs, dans des lieux de décision très importants et qui n'ont rien compris à tout cet ensemble. Et puis derrière, il faut pouvoir avoir beaucoup d'éléments, et donc ça veut dire rétablir la confiance. Si je prends le cas de l'éthénylestradiol, qui fait partie des contraceptives, il y a eu des campagnes de presse terribles sur le fait que les poissons changeaient de sexe à cause de la pilule, et notamment poussées par le Vatican. Et donc, en fait, on s'aperçoit quand on fait des mesures, on n'en trouve pratiquement pas dans les ressources en eau.
Et donc, en fait, derrière tout ça, les perturbateurs endocriniens, c'est un mélange de polluants qui sont très importants. Et on a une très grande liste de polluants. Et on se retrouve avec des besoins de connaissances scientifiques de très haut niveau. Mais derrière tout ça, il faut avancer. Et donc, en fait, il faut pouvoir prendre des décisions de gestion. Et là, ben, c'est pas si facile que ça, parce que le scientifique n'est pas capable de donner une réponse. Quels sont les risques liés à ces mélanges de polluants à court terme? Il me faut du temps pour répondre à tout ça. Et pourtant, améliorer les usines d'eau potable, mettre en place des normes, il faut les faire le plus vite possible. Et ça, le public dit, mais je comprends pas, on me dit qu'il y a plein de polluants partout, mais vous, les experts, vous n'êtes pas fichus de me dire ce qu'il faut faire, et les choses n'avancent pas. Et pourquoi c'est pas dans les normes? Donc, il y a une incompréhension terrible. Et donc, là-dessus, il est très facile à tout le monde. Pardon? Il vous reste 5 minutes. 5 minutes? Voilà. Ok. Ouais. Donc, il est très facile de faire peur sur ce genre de choses en disant genre, oh, on a trouvé des polluants plein les cheveux des députés, par exemple. Mais oui, d'accord, on sait qu'on est complètement entouré de ces polluants, c'est une véritable catastrophe, mais derrière, quel est le risque? Et pourtant, si on ne fait pas des grandes campagnes de presse, on n'a pas de budget pour pouvoir travailler. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, c'est aussi pareil pour les associations. Il faut faire parler de nous, il faut faire parler du truc. Donc, il y en a qui vont dans l'excès pour pouvoir faire avancer tout ça. Et pourtant, le citoyen, le décideur, il ne peut pas attendre des années avant de progresser. Donc, une fois qu'on a fait tout ce constat, quelles sont les meilleures solutions de mon point de vue? D'abord, le minimum, c'est au moins de fiabiliser les données. Et pour ça, il faut des budgets, il faut du temps. Et il faut donc mettre en place des procédures et soutenir les activités de recherche et d'acquisition de données. Il faut pouvoir raisonner sur un nombre significatif de données, ce qui est parfois pas du tout le cas. C'est-à-dire, il y a des gens dans les couloirs qui prennent des décisions en ayant entendu dire qu'il paraîtrait qu'il y ait quelque chose, alors qu'en fait, il n'y a pas du tout de données. Il y a des vrais et des faux lanceurs d'alerte. Puisqu'il faut faire parler de soi pour avoir des crédits, on veut aller à la télévision, on veut parler, etc. Et puis ça marche quelquefois, mais là-dedans, vous avez des faux lanceurs d'alerte. Et il faut que le public puisse faire la part entre les deux. Et pour moi, l'expertise collective, c'est la seule voie fiable que j'ai trouvée. Alors, évidemment, je suis en lien d'intérêt, si j'ose dire, puisque j'ai présidé des comités d'expertise pendant des années, mais justement, cette expérience me fait dire que je n'ai pas trouvé mieux aujourd'hui. Par contre, il y a des biais, c'est évident, puisque la sélection des experts dans le comité peut être orientée. Il faut aussi faire en sorte que l'expertise soit reconnue dans la carrière des chercheurs et des enseignants-chercheurs, pour ne pas conserver que les plus mauvais ou les plus disponibles qui se foutent complètement de leur carrière. Et la présidence des travaux, je l'ai constaté, peut être une grande source d'influence du comité d'experts. De même que l'institut d'expertise peut influencer ou chercher à influencer les experts. Donc ça veut dire que cette indépendance du groupe, il faut qu'elle soit absolument fiabilisée, et c'est très difficile, parce que ça repose beaucoup sur l'honnêteté de l'établissement et sur la fiabilité du président qui doit faire respecter l'ensemble de l'expertise. Et après, derrière, il faut communiquer sur les conclusions. Donc, j'arrive à ces conclusions, c'est-à-dire, il faut arrêter de dire les experts sont tous pourris, tout est mauvais, c'est une catastrophe, et de toute façon, il en faut de l'expertise. On n'a pas le choix. Et que cette expertise soit faite par ceux qui savent, plutôt que ceux qui ont entendu dire que. Et donc, on envoie un paquet à la télévision, on vous prend un médecin généraliste, on vous explique que c'est grand spécialiste du SARS-CoV-2, il faut pas déconner. L'expert doit être capable, quelqu'un qui doit être capable de démontrer par ses travaux son niveau d'expertise scientifique ou technologique. Et donc, la base de nos problèmes, elle est véritablement scientifique. C'est-à-dire, quand je dis médical, scientifique, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est du réel, quoi. Et elle est obligatoirement définie par des experts. Quand je dis scientifique au sens large, y compris technologique, etc. Des gens qui, même travaillant dans le privé, ayant des super compétences dans leur domaine, sont des très bons experts. Et après, le problème, c'est de ne pas créer la confusion entre l'évaluation et la gestion des risques, que je dis avant. Quelquefois, certains évaluateurs se permettent de devenir des gestionnaires réciproquement. Et pour moi, l'expertise collective, c'est la seule qui peut être plus proche de l'objectivité pour limiter les dégâts entre ceux qui essayent d'influencer. Mais pour ça, il faut que ce respect de l'indépendance soit absolu. Et c'est là que, par exemple, dans certains comités d'experts, on en vient maintenant à enregistrer toutes les séances de manière à ce que la moindre critique puisse faire l'objet d'une démonstration de l'objectivité du travail qui a été fait.
et pour éviter tous les biais. Et puis derrière, il faut communiquer vers les citoyens, c'est très important, avec des sites de référence, c'est-à-dire en gros l'endroit où toutes les personnes qui ont un doute vont aller chercher une information de référence. Et ça n'existe pas. Et les académies aujourd'hui ont toutes le même questionnement en disant comment faire pour donner aux citoyens une espèce d'îlot de référence sur lesquels les gens pourraient trouver la bonne réponse par rapport à tout ce qui leur arrive tous les jours. Et puis, il faut expliquer clairement aux gens aussi la différence entre une gestion par précaution ou par prévention. Et derrière, eh ben, le citoyen, il doit recevoir les moyens d'affirmer son esprit critique et donc pouvoir lutter contre l'obscurantisme et la désinformation. Et donc ça, c'est évidemment l'école qui est fondamentale. Donc, un travail à l'école sur ces aspects-là doit être absolument le fondamental de tout. Et le citoyen doit être secondé aussi par une recherche à un enseignement supérieur de haut niveau, puisque les décideurs, comme on dit, viennent souvent de l'enseignement supérieur, et que là, il faut que cet enseignement, il ait les moyens, le soutien politique de revalorisation de l'image du chercheur, du scientifique, pour arrêter de dénigrer ces fonctionnaires qui foutent rien et qui servent à rien. C'est insupportable. Il faut que cette image de la valeur de la science revienne dans la population. Et puis, il faut former les décideurs par la recherche. Ça, on le dit depuis 30 ans, ça se confirme dans d'autres pays, en particulier en Allemagne. En France, il n'y a toujours pas moyen. Il faut cesser absolument de dénigrer constamment la recherche publique, qui entraîne évidemment cette rejet de l'expertise, et puis offrir des sites de référence d'information, je l'ai déjà dit, interdire toutes les allégations commerciales qui sont clairement mensongères, et ça, on en a des palanquets gigantesques, et puis apprendre aussi aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs à mieux communiquer. Ça, il faut aussi qu'on sache battre un peu notre coulpe pour éviter l'effet du gourou qui va à la télévision comme étant le grand spécialiste du machin, et aussi savoir mieux communiquer ces éléments objectifs que nous produisons et qui sont au service des citoyens. Voilà, désolé d'avoir dépassé un peu mon temps et merci de votre attention. Merci Yves. Donc on va pouvoir passer maintenant aux échanges. Donc nous avons devant nous 20 bonnes minutes pour échanger. Moi, ce que je retiens, disons, des deux interventions, mais pour aller assez vite et susciter, comment dire, le débat, c'est que, alors, François, d'un côté, évidemment, en tant que sociologue, propose une analyse critique des fonctionnements et des institutions expertes. Et d'un autre côté, Yves, lui, conduit sa critique, je dirais, en termes de réflexivité, c'est-à-dire liée à sa propre expérience, finalement, de ces situations d'expertise collective qui le conduit à produire, voilà, en fin de présentation des recommandations. Mais je lis entre les deux, comment dire, un lien, des résonances, finalement, sur tout de même les moyens, en quelque sorte, qui sont donnés justement à la mise en œuvre de ces expertises collectives dont on a de plus en plus besoin. Et on sent bien que, d'une certaine manière, je dirais, alors je le résume, je le synthétise à ma façon, mais que les experts semblent fatigués, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on leur demande une charge de travail importante, dans des liens organisationnels qui semblent ressembler de plus en plus à des toiles d'araignée, et en même temps, on sent bien que la confiance avec le public se dissipe. Donc il y a on ressent à travers vos deux, comment dire, deux interventions, des tensions très vives, quoi, entre les moyens finalement
que l'expertise institutionnelle peut avoir pour travailler et finalement j'irais les conséquences finalement de cette expertise sur la manière dont la société peut la recevoir, notamment à travers le public. Enfin, c'est pas uniquement une question de moyens. En France, on a quand même une belle structure d'analyse, d'expertise, pardon, d'expertise publique, surtout qui a été mise en place après l'affaire de l'eau contaminée. Donc, par rapport à beaucoup de pays dans le monde, on va quand même pas se plaindre. On est quand même dans une structure qui est quand même de grande qualité. On a des experts de grande qualité. Après, le problème, il est de lutter contre les influences pour chercher à influencer les experts. Je me suis battu en tant que président de comité d'experts plusieurs fois au sein d'une agence, en particulier à l'ANSES, à un moment où un certain nombre de responsables n'arrivaient pas à comprendre pourquoi nous réclamions autant l'indépendance qui pourtant était exigée de nous. Et quand on en arrive à devoir expliquer qu'on ne veut pas recevoir la moindre influence, c'est parfois délicat. Donc, il existe ces agences, il y a des personnels de qualité, mais on trouvera, enfin, il faut un effort permanent pour être sûr de garantir l'indépendance de l'expertise. C'est là qu'est le grand enjeu. Ouais. Alors, moi, je tempérerais un petit peu les choses, parce qu'effectivement, je pense que Yves a raison, les moyens sont importants. Mais justement, de la manière dont j'essaye de voir là, pour lutter contre l'ignorance et essayer d'agrandir le scope en fait de la science réglementaire, je pense que les agences, que ce soit l'EFSA ou l'ANSES, n'ont pas assez de moyens de recherche. Hein, je pense qu'ils s'accordent tous. Alors là, je me fais le relais en fait de leur voix. J'entendais en fait la directrice de l'EFSA qui disait qu'il fallait multiplier, si on voulait avoir une expertise réellement indépendante et moins dépendante en fait des données qui sont fournies par les industriels, il faudrait multiplier par 4 en fait les recherches, le budget recherche en fait de l'EFSA ou de l'ANSES. Ça, je pense que c'est au contraire, c'est quelque chose qui est vraiment très importante. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, les experts de l'ANSES, qui essaient de faire très bien leur travail sur des dossiers d'homologation qui sont épais comme ça, certaines fois se posent des questions, par exemple sur l'évaporation d'un pesticide, et ils n'ont pas réellement les moyens d'essayer de pousser plus en avant leurs questions. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait, je pense, être poussé très fort dans le débat public aussi, puisque ça permettrait justement de rendre ces agences d'expertise moins crispées sur le fait de remettre en cause en fait ces seuils de toxicité réglementaire. Je pense que ça, c'est quelque chose qui serait aussi, qui pourrait aller aussi dans le bon sens. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, quand je parlais de moyens, je parlais de moyens généraux, enfin de structures plus que de moyens financiers. Et je suis tout à fait d'accord que je me suis confronté un certain nombre de fois à des expertises sur des produits chimiques dans lesquels, quand on fait la littérature, il n'y a rien. Et donc, quand il n'y a rien du tout sur des polluants qu'on voit apparaître aujourd'hui parce qu'on sait les détecter maintenant, et ben derrière, il faudrait immédiatement que le dossier passe dans un laboratoire, qu'il les passe au screening et qu'il puisse fournir des données aux experts pour pouvoir progresser. Et donc, je suis tout à fait d'accord sur le manque de moyens accordés à la recherche productrice de données pour l'expertise. Ça, c'est énorme. Alors, on sort des grandes stratégies, par exemple, sur les perturbateurs endocriniens, mais les moyens accordés à la recherche sont misérables. Et vu l'ampleur de ces enjeux en risques sanitaires et environnementaux, derrière, il faudrait un véritable institut avec dedans les chercheurs, les appareils et tout, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt dispersé entre des équipes de recherche en laboratoire qui partent de la base et qui font remonter des informations sans soutien véritable d'en haut. Oui, non, on est vraiment aligné là-dessus. Mais je pense que ça, c'est un débat qui n'est pas assez présent, je trouve, lorsqu'on Ouais. parle en fait de ces questions de science, etc. Multiplier Par exemple, effectivement, une fois, j'en ai discuté avec des ONG en leur disant, écoutez, vous critiquez beaucoup l'expertise, mais est-ce que vous financez des bourses de thèse? Allez-y, fournissez des moyens aussi à la recherche pour progresser. D'accord. Merci tous les deux pour l'instant. Alors, je rebondis donc sur une double question d'Annick Jacques que je vais vous lire. Hein. N'y a-t-il pas un conflit de temporalité qu'on a aussi vu dans la crise sanitaire entre le temps de la production des savoirs fiables, donc vous l'avez évoqué ça, hein, finalement, et le temps court de l'urgence décisionnelle?
Encore que dans le cas des pesticides, c'est sans doute plus une question de moyens que de temps. Et j'ai aussi une question, dit-elle, pour François, concernant l'intérêt des pesticides à ne pas, des antipesticides, pardon, à ne pas remettre en cause la psychologie réglementaire. Pourquoi? Parce que la suppression des pesticides remettrait en cause leur raison d'être militante, point d'interrogation. Alors, juste rapidement sur la première partie, effectivement, il y a un décalage entre celui qui doit investir sur des nouvelles installations, par exemple, et qui doit investir dans les 5 années à venir, et le toxicologue qui va lui dire « Oh là là, je pourrais vous donner une réponse que dans 15 ans. » quoi. Donc ça, c'est évident. Néanmoins, on le sait, et c'est valable pour tous les domaines de notre société, il y a un moment, il faut le dire d'experts. C'est-à-dire que là, on l'a vu dans la crise Covid, j'ai beaucoup participé à des comités d'expertise pour le Haut Conseil de la santé publique. On nous demandait parfois une conclusion dans les 48 heures pour les mesures de confinement ou autres. Ben, à un moment, quand on n'a pas trop les données et qu'on sait qu'il faut aller vite, on réunit justement ce panel d'experts les moins mauvais possibles, hein, et on les laisse dialoguer entre eux pour dire de mon dire d'expert, voilà. Parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas les données. Donc oui, il y a tout à fait ce conflit. François, est-ce que tu veux répondre? Ouais, je vais reprendre un peu les choses sur un autre angle. Alors, conflit de temporalité, moi je pense qu'on ne peut pas répondre génériquement, que ce soit sur les pesticides ou sur d'autres secteurs. Moi, sur le secteur dont je viens de vous parler, les équipements de protection individuelle, c'est l'inverse. Les alertes se répètent depuis au moins 15 ans. On sait que les agriculteurs ne portent pas les équipements de protection individuelle, on sait qu'ils ne sont pas tous efficaces, etc. Néanmoins, on continue à commercialiser les pesticides sur ce biais. Il y a une expertise de l'ANSES qui a été faite. Yves, tu parlais des expertises qui a été faite et qui est extrêmement abrasive, qui montre qu'effectivement, on se pose la question de savoir comment ces modèles sont paramétrés. Mais obstinément, on continue toujours de la même manière. Donc, sur certains sujets, on peut poser le problème comme ça, mais on peut voir aussi sur d'autres sujets des choses complètement à l'inverse. Pour les raisons que je vous ai évoquées, c'est-à-dire finalement les choses ne bougent pas malgré la somme de connaissances qui peuvent être produites. Sur votre deuxième question, pourquoi en fait les antipesticides ne remettent pas en cause la cesse réglementaire? Alors ça c'est très intéressant parce que c'est comme d'habitude, le diable est dans les détails, c'est-à-dire c'est très subtil. Si vous regardez par exemple les travaux de Stéphane Foucard sur les abeilles, si vous retravaillez les travaux de Fabrice Nicolino là, sur les SDHI, sur les gens, ils vont commencer à remettre en cause cette science réglementaire, mais hop, in fine, ils vont se rabattre sur en fait l'influence industrielle. Pourquoi? Parce que d'abord, elle existe, en partie, par des asymétries de ressources, enfin, elle existe. C'est-à-dire qu'en fait, du fait des asymétries qui sont très fortes entre l'expertise industrielle et publique, c'est une forme d'influence, même si elle est très indirecte, elle peut exister. Mais surtout parce que ça rend une thèse aussi, c'est une autre catégorie d'explication que Yves parlait tout à l'heure, qui rend les choses très lisibles. C'est-à-dire que là, on peut dire ce sont les firmes qui ont la main là, etc., etc., etc. Alors même que ce que j'ai essayé de vous dire dans la présentation, c'est que les choses sont ailleurs. Si on reprend par exemple la manière d'évaluer les dangers des pesticides, le danger et pas l'exposition, la DL50, la dose létale 50, hein, c'est quelque chose qui a été inventé dans les années 50, qui a fait l'objet d'un consensus scientifique qui s'est perpétué au cours du temps. Donc le problème, il est peut-être pas uniquement sur l'influence ou sur les asymétries d'expertise, mais sur ce qui a fait consensus à un moment donné et qui s'est institutionnalisé dans l'expertise. C'est ça le vrai problème. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, pardon. S'il vous plaît, tous les deux, essayez de, puisqu'il y a d'autres questions, voilà, interpellations, de répondre vite, hein, voilà, puisqu'il nous reste peu de temps pour clore. Yves, si tu veux dire un mot. Non, mais la question suivante sur la différence entre un expert qui produit des rapports au nom de son employeur versus un chercheur d'un établissement public, c'est pas une question de chercheur, pas chercheur. Un expert peut très bien être un ingénieur dans une entreprise, le meilleur spécialiste de je sais pas quoi des trains d'atterrissage d'avion. Il sera un très bon expert qui ne produira jamais aucun article scientifique éventuellement. Donc il ne faut pas coller la notion d'expert à celle de chercheur.
l'expert, et ça rejoint un peu la question suivante d'ailleurs, c'est que les comités d'experts dans l'ANSES ne travaillent pas que sur des données de l'ANSES, ils travaillent sur toute la bibliographie. Et il y a même aujourd'hui vraiment des travaux pour essayer de valider la force des articles scientifiques pour écarter ceux qui sont valables de ceux qui ne sont pas valables, avec des objectifs parfaitement objectifs, des éléments parfaitement objectifs. Donc, évidemment, un expert qui est salarié d'une entreprise et qui va dans un comité d'expertise doit être sous contrôle, voire même impossible dans certains comités d'experts, parce qu'il serait obligé de quitter la salle à chaque fois qu'on parle de son domaine. Je rebondis en 2 mots sur ce que vient de dire Yves. Et pour répondre à la question de Guillaume, oui, les agences s'appuient sur la revue de littérature. La question, c'est laquelle? Comment mesure-t-on la qualité scientifique? Sur quels journaux? Là, voilà la question qui se pose. Est-ce qu'on doit intégrer la littérature grise? Si vous prenez par exemple la dispute autour du glyphosate, tout tourne à peu près autour de ça. C'est-à-dire de dire l'agence va évaluer la molécule, tandis que le CIRC va évaluer la préparation, la substance chimique. Et ils ne vont pas exactement se baser sur les mêmes données. Donc la question, quel est le spectre et où s'arrêter? Moi qui connais bien l'ANSES pour travailler dans les commissions d'experts, je peux vous assurer que cette question, elle est toujours en permanence présente. Alors, ils peuvent se rabattre sur le fait de dire on va essayer de trouver les publications sur lesquelles qui ne sont pas financées par les industriels pour essayer de faire, mais quelle est la qualité scientifique d'une publication? Est-ce que c'est la renommée des revues? Est-ce que c'est la renommée du chercheur ou pas? Ça, c'est une vraie question, puisque si certaines fois, ça semble évident, hein, comme on l'a vu par exemple dans le cas des néonicotinoïdes, hein, un papier qui est publié dans Science ou dans Nature va faire force de preuve très vite. Mais quid des autres types de papiers qui peuvent montrer des choses différentes? Ça, c'est pas si évident. Oui, c'est une question d'ailleurs qui se pose pour n'importe quel chercheur, puisque dans son travail personnel ou même un doctorant, il doit se poser exactement la même question des données qu'il va recueillir et conserver pour son travail et celles qu'il écarte. Hein. Merci à vous deux pour l'instant. Alors, il y a aussi Hélène Barbet sur la question des financements et des moyens pour la recherche. Je me pose la question de la répartition des moyens entre disciplines académiques, même si la trans ou interdisciplinarité semble aujourd'hui porteuse d'opportunités positives, malgré la difficulté à réellement la mettre en place. Peut-être que les disciplines ne font pas face aux mêmes enjeux et ne font pas l'objet de la même attention. Comment orienter des financements s'ils sont restreints? Sur quels critères arbitrer? Voilà. Et peut-être aussi, alors, moi je rajouterais un thème, mais puisque il est déjà évoqué par Hélène Barbet, mais voilà, y compris par rapport à l'expérience d'Yves, mais aussi le regard critique de François sur ces institutions d'expertise. Effectivement, on parle beaucoup d'interdisciplinarité, etc., ou de transdisciplinarité, mais voilà, quel visage concret aujourd'hui on peut en retirer de cette interdisciplinarité dont on a besoin, quoi, hein, moi, je veux bien répondre. Je veux bien répondre là-dessus. Là aussi, c'est difficile d'englober une même réponse autour de ça. Mais moi, je peux témoigner mon expérience. Alors, l'interdisciplinarité, elle existe partout, que ce soit dans la recherche ou dans les comités d'experts. Elle est souhaitée, elle existe, c'est-à-dire que dans les comités d'experts auxquels je participe, par exemple à l'ANSES, il y a, par exemple, des sciences sociales et humaines. Très bien. Donc ça, c'est la partie visible. Maintenant, la réalité des choses, c'est qu'on n'accorde pas la même attention à des savoirs plus qualitatifs qu'à des savoirs qui reposent sur des données dites objectives. En gros, pour vous le dire rapidement, je me bats comme un beau diable pour essayer de faire remonter des savoirs plus qualitatifs, plus compliqués, c'est-à-dire des gens qui auraient senti des troubles après des pesticides, etc., qui ne sont pas objectivés par des grands nombres, par exemple. Alors même qu'on sait, la longue histoire des alertes environnement nous montre que souvent ces alertes échappent au grand nombre. Ça ne veut pas dire automatiquement, et que les grands nombres sont bien efficaces, tout ça c'est vrai. Mais dans les faits, il y a une asymétrie des choses, honnêtement. De mon expérience, de ce que j'ai vu, dans le cas des pesticides, très honnêtement. Donc, on l'appelle le CE, la pluridisciplinarité.
dans les faits, elle n'est pas toujours entendue. Il y a une hiérarchie entre les sciences, très honnêtement. Après, on ne peut pas englober toutes les choses. Je ne suis pas en train de plaider. Je pense que la sociologie et d'autres sciences sociales ont beaucoup de problèmes aussi et beaucoup de choses à faire de leur côté aussi. Néanmoins, il y a ça aussi. Alors, ce n'est pas une critique, etc., folle, etc., puisque je pense que le problème, il vient des deux côtés. Hein. Il n'y a pas une explication simple, mais il existe une hiérarchie dans les choses. C'est-à-dire qu'on va écouter plus un épidémiologiste qu'un sociologue sur ces sujets-là. Oui, la question du financement de la recherche, c'est une question qui est éternelle, qui se pose et qui s'est déjà posée même après la Deuxième Guerre pour le redémarrage de la recherche en France, quoi. Les priorités vont être définies forcément par le gouvernement, par la pression de la société. Donc c'est très difficile à définir ça. Mais ça veut dire qu'on retombe toujours sur le fait que le citoyen doit avoir cette conscience objective de pouvoir exprimer ses attentes, ses besoins de manière, je dirais, la plus objective possible. D'où la formation à l'école, d'où l'accès au savoir, l'accès à l'information. Et ça veut dire que quand même, toutes les associations représentantes de citoyens doivent aussi avoir une capacité à dialoguer avec les chercheurs dans un esprit de confiance et pas systématiquement opposer ces chercheurs qui de toute façon sont tous vendus au privé, ces industriels qui de toute façon sont tous pourris, ces agences sanitaires qui de toute façon sont tous vérolés. C'est pas possible, on peut pas sortir d'un système comme ça. Et il y a tellement de pays où on n'a pas ce système démocratique d'expertise que ne tapons pas sur notre système trop fort. Par contre, il faut l'améliorer très, très fortement, ça c'est certain, parce que selon les endroits, on voit des influences sur les comités d'experts qui peuvent être très importants. Et donc, à chaque fois qu'on voit, en fait, quand on a une réunion publique avec des citoyens et qu'on voit les scuds qui partent dans tous les sens, une fois que les scuds sont partis et qu'on commence sérieusement à dire, bon, bah, maintenant, prenons le problème, il suffit pas de dire il y a qu'un faucon, trouvons des solutions, proposons des solutions ensemble. À ce moment-là, les gens s'apaisent et on progresse très nettement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lancer des alertes, des gens qui avancent des inquiétudes, des angoisses, c'est très important, elles doivent être écoutées, mais derrière, il ne faut pas oublier, être naïf et pas oublier qu'il y a l'irrationnel, il y a les sectes, il y a les actions commerciales qui sont présentes constamment. Et donc là, la science, malheureusement, se fait contredire systématiquement. On les vaccins, on le voit avec le masque, enfin, c'est devenu gravissime. Tu veux rajouter quelque chose, François? Non, pas du tout, si ce n'est que pour dire que l'influence, elle vient, Yves, je pense que tu seras d'accord, pas uniquement des industriels. Hein. Ça peut venir des agences elles-mêmes ou des administrations elles-mêmes, pas pour d'ailleurs des raisons malicieuses ou cachées, mais juste par conformité réglementaire, hein, certaines fois, ou parce que ça remet en cause certaines missions qui sont un peu sensibles. Ah ouais, tout à fait. Ben ça, je pourrais citer un certain nombre de séances dans Moi différents aussi. ministères où j'ai été obligé de me lever pour dire que c'était une honte et que je quittais la salle, ce que Ouais, personne n'arrive à comprendre, parce qu'il y a aussi un moment où les experts ont leur honnêteté et doivent dire, écoutez, ouais, ce n'est plus supportable, ouais, par ouais, conséquent, je démissionne. ouais, exactement. Et ça, c'est aussi la responsabilité. Mais il y a un certain nombre d'experts qui n'osent pas, pour des raisons Ouais, X ou exactement. Y, qui vont rester Exactement. quand même dans le comité, ce qui fait que c'est pas très clair. Mais de tout ce que j'ai connu, c'est vrai que l'expertise collective est pour moi le moins mauvais ou le meilleur des systèmes, parce que ça limite les dégâts entre ceux qui essayent de trop influencer. On est d'accord. Hein. Et s'arranger pour qu'elle soit assez contradictoire, finalement. Ah ouais, on est d'accord. Oui, il faut qu'elle soit contradictoire, il faut qu'elle soit basée sur des données Mm. que tout le monde peut vérifier. C'est-à-dire, Ouais, c'est pas, j'ai entendu dire que, c'est, je fais référence à des documents publics dans lesquels tout le monde peut vérifier, et y compris les petits malins qui critiquent ce qu'on a décidé. Donc, tout est sur la table, tout est en transparence, et arrivé au moment où vous dites aux gens, écoutez, si vous êtes capable de faire mieux que nous et de le démontrer, allez-y. Mais sinon, là, vous devez faire confiance au fait que vous avez les meilleurs experts français ou internationaux qui, sur la base de données robustes, produisent des éléments qui sont là pour protéger votre santé, protéger je ne sais pas quoi, et qui vont dans le sens, dans le bon sens.
Bien. À moins qu'il y ait une autre et dernière question, donc je vous propose voilà, d'interrompre cette séance en vous remerciant tous les deux pour vos contributions et en disant à tous les présents encore voilà, hein, que le colloque reprend donc à 14 heures. Voilà, on vous remercie pour cette matinée, les quatre intervenants. À plus tard. Merci.